citoyens, citoyennes, merci à tous d'être venus. Biffins, agriculteurs, nomades, ferrailleurs, sorcières, vous avez traversé la France, parfois à cheval, parfois à pied, parfois à vélo, mais vous avez fait l'effort de venir à la convocation de la première grande AG populaire. L'année 2050 est une année qui sera charnière dans la reconstruction de l'humanité. L'effondrement que nous avons tous vécu dans notre chair, dans notre sang, aujourd'hui est peut-être l'occasion de reconstruire. Nous avons tous perdu des êtres chers, nous avons tous vu notre pays partir à l'eau. Le Rassemblement national, la Renaissance, tout ça, tout a été un grand chaos. Et aujourd'hui, nous sommes tous isolés, tous dans nos coins, dans nos régions, dans nos cantons, prêts à vouloir reconstruire. Et vous avez pu répondre à cet appel. Dans la grande tradition des AG, comme celle de Commercy ou celle de l'Assemblée des peuples, vous êtes venus. Et aujourd'hui, nous avons des sages qui sont là, qui vont pouvoir partager ensemble notre intelligence collective. Et nous allons voir, car qui sait aujourd'hui ce qui se passe? Nous vivons comme nos ancêtres, à 5 km. Peut-être il y a une invention formidable qui pourrait soigner vos enfants, faire de l'eau pure. Ou peut-être serait-ce un simple procédé démocratique qui nous permettra de rétablir la paix et la fraternité dans notre ex-France. Aujourd'hui, je vous présente nos invités. Anaïs, qui est venue d'Île-de-France, un sacré long chemin. Lewis, qui va nous parler. Lewis qui va nous parler de la dramatique situation à Lyon, un endroit qui, ici, à Saint-Lézin, nous paraît le bout du monde. Et enfin... Erwan nous parlera de la Bretagne, région si singulière, comme nous le savons tous, région qui a su se relever, qui a su retomber aussi parfois, mais qui nous dira d'où viendra peut-être un espoir de renaissance. L'honneur aux femmes, peut-être. Anaïs, parlez-nous peut-être. Je sais que la route a été dure, mais je voudrais que vous... Oh, d'ailleurs, nous aurons des pommes de terre ce soir. Nous pourrons festoyer. Est-ce qu'on a quoi les faire frire? De l'huile de rat. Anaïs, du coup, sans transition pommes de terre, vous êtes maraîchère. Vous travaillez à subvenir à alimenter notre ancienne capitale. Est-ce que vous pouvez du coup m'expliquer comment là-bas vous vous organisez? Quels sont vos outils, quelles sont vos méthodes? Et là, on a une difficulté. Ah non! Voici notre micro de secours. Pas très pratique, mais il est vraiment très low-tech. Je veux bien. Hein. Tu veux qu'on coupe les micros? Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Hein. Mais il fait très froid ce soir. J'ai un souci avec ma récolte. En octobre, les températures sont facilement autour de 0 dans cette partie de l'ancienne Île-de-France qui a éclaté en pays, un ensemble de biorégions. En fait, autour de 2030, il y a eu un éclatement. Le Grand Paris n'a jamais eu lieu, en fait, et il a fallu une grande partie des habitants quittent ou disparaissent même de la région Île-de-France qui est devenue difficile à vivre. La mondialisation est tombée en panne. Hein. Rungis, les établissements de Rungis n'existent plus depuis plusieurs décennies et il a fallu réorganiser toute la chaîne alimentaire en fait, de la région Île-de-France. Et moi, je suis maraîchère depuis une dizaine d'années. Je suis maraîchère près d'Arpajon, à Saint-Thion, c'est à 5 km. Autrefois, c'était dans le département de l'Essonne, à l'époque de mes grands-parents. Et puis, voilà, c'est une biorégion maintenant.
Et en fait, mon boulot, c'est de produire des produits maraîchers. Et là, j'ai un souci avec les poireaux, puisqu'en raison du ralentissement du Gulf Stream, dont j'ai lu depuis des décennies qu'il était lié à la fonte de l'Antarctique aussi, entre autres, eh bien, il fait très froid et on pratique une agriculture de gel qu'on a apprise avec des techniques particulières qui nous viennent de Elliott Coleman. Heureusement, j'ai été formée à la ferme du Bec et Loing pour ces techniques. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, il faut que je livre des poireaux à Paris et il faut que j'arrive à attraper un petit train dans la gare de Saint-Yon qui n'existait plus depuis le début du XXe siècle et puis qui a été rouverte à l'issue du grand effondrement dans les années 2040. Du coup, il y a un petit train qui fonctionne par intermittence. Ça dépend des énergies intermittentes. Il n'y a plus du tout d'électricité en continu. Et du coup, j'espère pouvoir l'attraper. Sinon, ça veut dire que je vais pédaler avec mon vélo cargo sur quelques kilomètres avec mes poireaux jusqu'à une autre gare à Arpajon. Et là, si tout va bien, j'arrive à la gare de Lyon quelques heures plus tard et je peux acheminer ma récolte. Et en fait, c'est un marché. Aujourd'hui, la gare de Lyon, c'est un marché alimentaire pour desservir une partie de ce qui reste d'habitants dans l'ex-capitale d'Île-de-France, qui aujourd'hui est une partie de la biorégion. J'essaye d'être low-tech. Merci pour ce témoignage émouvant. Je vois que quelque part l'espoir renaît. Vous avez, mine de rien, des productions. Et combien d'habitants aujourd'hui vivent-ils encore à Paris Paris est-elle encore le centre du pouvoir ? Le pouvoir a éclaté en fait en un ensemble de biorégions qui sont au nombre de 8. Et Paris est à cheval sur 4 de ces 8 biorégions. Notamment au nord, c'est la plaine de France. Au sud, c'est le Hurepoix. À l'ouest, c'est le Mantois. À l'est, c'est la Brie. Et en fait, Paris n'existe plus en tant que département. Il n'y a plus cette notion d'intramuros. Il n'y a plus non plus de périphérique. D'ailleurs, il a été fracturé par des radiales qui ont soit poussé sauvagement sur les ruines du périphérique, soit qui ont été fracturées par un ensemble de brigades qui sont chargées de désasphalter ce qui reste d'asphalte sur ce périphérique qui en fait s'est avéré enterrer la capitale au moment où on avait besoin de pouvoir en sortir par des moyens pédestres ou cyclables. Donc à Paris, il reste la moitié des habitants d'autrefois, environ 1 million d'habitants. Et dans l'ensemble de ce qu'on appelait l'Île-de-France, au total, il reste, Paris inclus, 6 millions d'habitants. Il y a eu un grand exode urbain dans les années 2030, pour diverses raisons, plus ou moins tragiques, épidémie, crise financière, caractère invivable à cause des températures extrêmes, 50 degrés en été. Les premiers qui sont partis ont été les plus chanceux. Et puis ensuite, il y a eu des situations plus violentes, des épidémies qui ont contribué à réduire la population des métropoles, et la métropole ex-francilienne n'y a pas échappé. Et il a fallu donc, après une série de bouleversements, essayer de réorganiser ce territoire de manière civilisée, non pas autour d'une municipalité centralisée, mais d'une confédération de 8 biorégions qui sont pilotées par des conseils biorégionaux et des constitutions biorégionales qui ont en partie été rédigées par des écologues, puisque le découpage géographique de ces biorégions, donc autour des années 2030-2040, s'est fait aussi avec les éclairages de ceux qui connaissaient bien les ressources, les frontières naturelles, les reliefs, la cohérence géographique de ces biorégions qui ont émergé un petit peu autour de ce qu'on appelait les parcs naturels régionaux d'autrefois, par exemple le Gâtinais,
existait en tant que parc naturel régional. Bon, il s'est étendu, il est devenu une biorégion dont la spécialité est de produire du chanvre pour le bâtiment, de l'orge pour les brasseries qui ont pu se maintenir et qui sont réapparues, dans la mesure des effets du climat, puisqu'on sait que le houblon est assez vulnérable à la chaleur. Il y a aussi beaucoup de surface pour nourrir les chevaux, puisqu'il y a eu une très forte réémergence du cheval en Île-de-France. Il y a 1 million de chevaux en 2050 en Île-de-France. Par contre, il n'y a pratiquement plus de véhicules. Et les véhicules qui restent, il y en a environ 100 000 qui roulent au biogaz. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous vous dites en fait c'est le milieu naturel qui a conditionné finalement la structure politique. Mais quid de l'énergie, comment vous faites? Justement, l'énergie, elle est locale et elle vient du milieu naturel avec ses spécificités franciliennes. Donc, principalement, la renaissance d'un maraîchage intensif et de la polyculture, et aussi le retour de la luzerne, de l'orge, d'un certain nombre de céréales qui étaient tombées en déshérence à l'époque de la mondialisation et à l'époque où l'Île-de-France était vouée à l'exportation massive de blé. Bon, il y a eu une très forte diversification, ce qui a permis de voir environ 100 000 micro-fermes se développer dans les 8 biorégions, et à proximité de ces 100 000 micro-fermes, à peu près 100 000 méthaniseurs, qui utilisent le compost, la décomposition des aliments. Il y a beaucoup de maîtres composteurs qui circulent dans les rues de Paris, dans les rues des bourgs alentours, dans les biorégions, qui recueillent tout ce qui est périssable. Et puis il y a aussi des cultures qui seront vouées à être utilisées dans ces méthaniseurs, qui vont produire du biogaz local, et ça va être la principale ressource énergétique, sachant qu'on consommera à peu près 2,5 fois moins d'énergie par habitant dans cette projection des biorégions en 2050 qu'actuellement, puisque c'est 2,5 fois moins. Donc, grosse détente énergétique qui est permise par une très forte relocalisation. Et donc, on a encore un réseau de transport, mais plus chaotique, avec 3 fois moins de trains qui circulent, mais des trains vicinaux qui ont été réhabilités, comme celui que j'emprunte à Saint-Yon, donc dans cette région de l'Essonne d'autrefois, mais qui est devenu un grand triangle maraîcher. Bref, donc l'énergie, c'est principalement du biogaz, mais aussi de l'hydraulique, puisqu'il y a pas mal de rivières en Île-de-France, dans les biorégions. On revalorise l'hydraulique, les moulins à eau. Voilà. Des égouts qui fonctionnent encore chez vous? On fait pas mal de phytoépuration. Les entreprises type Aquatiris se sont développées. Je sais que dans beaucoup de zones... C'est un vrai problème dans la métropole, dans Paris. Donc on a utilisé la combustion de biogaz pour essayer de faire redémarrer le traitement des eaux usées, pour éviter les épidémies qui ont pu survenir entre-temps, et pour réhabiliter un certain niveau d'épuration des eaux pour une population qui est quand même largement dédensifiée. Alors, on oublie souvent, mais les égouts, c'est le début de la civilisation. Les premières cités romaines avaient leurs propres égouts, et c'est ça qui permettait de ne pas mourir dans d'affreuses conditions. Vous avez évoqué les chevaux, et nous avons un expert qui est venu aujourd'hui avec un magnifique animal, Viking, c'est ça? Viking, oui. C'est un... Alors, au point de vue de la race, c'est une sorte d'Irlandais, quoi, un Irlandais, Irish Cob, avec une très belle robe qu'on appelle Silver d'Apple, qui est très rare, et qui fait évidemment du trait. Donc, il peut évidemment servir pour l'agriculture éventuellement, mais aussi pour des calèches et diligences. C'est très robuste. Et Viking vous apportez alors des contrées lointaines des marches de l'Ouest? Oui, l'Ouest n'est pas très loin, d'une certaine manière, on est encore à l'ouest de la France ici même, mais moi je viens de Bretagne, et là-bas, eh bien, évidemment, la situation est très différente de celle de l'ex-Île-de-France, d'une part parce que nous avons aussi nos biorégions, mais qui ne sont pas fondées sur les mêmes concepts ni démographiques, ni géographiques, ni écologiques que l'ex-Île-de-France, puisque c'est plutôt par ce qu'on appelait jadis, dans la fin du XXe siècle, les pays qui consistent à avoir un peu les bassins versants et les écosystèmes locaux,
Alors là, c'est le pays gallo qu'on disait à l'époque, hein, parce que c'est une sorte de parler qui n'est pas le breton, qui est plutôt du côté de l'ouest de la Bretagne, vers Quimper ou Lorient. Et nous avons développé ça malgré le fait que pendant quelques années, vers les années 30, il y a eu une tentative de mur qui a été construit. Pourquoi ? Parce que les gens pensaient que les parigots tête de veau, donc allaient débarquer en Bretagne à cause du changement climatique, du dérèglement climatique, et à cause des canicules, et que la Bretagne était plus tempérée par son climat un peu humide, un peu malouin, un peu avec pas mal d'averses. Il faut dire que c'est vrai qu'il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Et donc, j'ai entendu dire que dans l'est de la France, cette année, il y a eu des températures de plus de 55 degrés et que toutes les cultures ont brûlé. Alors, j'ai peu d'informations sur ce point parce qu'à notre époque, en 2050, les télécommunications se sont tues depuis une quinzaine d'années, donc on ne sait pas très bien comment ça se passe, mais nous avons organisé, parce que nous savons le faire en Bretagne, mais ailleurs aussi, on s'est inspiré d'ailleurs de traditions plutôt méditerranéennes, des pigeons voyageurs qui viennent du côté de... Mais oui, les pigeons, les voyageurs, du côté de Strasbourg, et qui permettent... Les pigeons sont évidemment des animaux extrêmement fidèles. Donc si vous séparez un couple, eh bien ils se rejoignent. C'est ce qui a permis à l'armée française de continuer à nous harasser, parce qu'ils ont gardé la tradition pigeonnière depuis la Première Guerre mondiale. Ben, c'est exactement. Mais ça peut servir de manière civile aussi, c'est ce qu'on fait. Et en effet, les températures ont augmenté, comme nous le savions déjà depuis plus d'un demi-siècle. Et alors, malgré tout, la Bretagne est encore un peu arrosée. Et donc nous avons, au point de vue agriculture et au point de vue culture, alors moi je m'intéresse à la culture évidemment, on peut dire comestible, mais aussi la culture au sens disons du vivre ensemble, hein, qui est aussi importante. Donc ici on est dans une assemblée générale de citoyens de toute la France, moi je suis délégué d'une partie de la Bretagne, mais cette culture fait qu'on a réussi à retrouver ce qu'on avait d'ailleurs conservé dans ce qu'on appelait encore en 1920, en 2020, les écomusées. Eh bien, les écomusées, c'est très bien parce que du point de vue, par exemple, du maraîchage ou même de la grande culture, il y a des outils qui nous restent et qui ne sont pas des outils qui doivent être propulsés par de la traction à vapeur ou de la traction à moteur thermique, mais par de la traction animale. Donc il faut voir, on n'a plus évidemment de tracteurs, sauf quelques vieux tracteurs Renault des années 50, je parle d'il y a un siècle, monsieur, et qui sont avec des taux de compression extrêmement bas. Et on arrive à mettre de l'huile végétale pure, et ça fait encore un peu tough-tough. Mais sinon, c'est de la traction animale, bien entendu, avec tout le respect qu'on doit à la condition animale et au fait que ces animaux ne souffrent pas. J'ai entendu dire qu'il y a toute une nouvelle génération de jeunes qui n'ont pas connu le monde de l'avant et qui, pour eux, cette technologie est sacrilège. C'est celle qui a amené cette crise. Et j'ai entendu parler de sabotage de tracteurs, alors que ce sont des machines qui sont pourtant si importantes. Eh bien, il y a eu pendant les années 30 et 40 un débat sur, après l'effondrement, au moment où on n'avait plus les moyens ni énergétiques ni technologiques de la mondialisation, d'avoir sur place tous les outils mondialisés, comme les smartphones de jadis. Et il y a eu un débat sur l'avenir de la technique, voire même de la science. Alors moi, qui suis d'origine scientifique, j'ai même été, au début des années 2000, informaticien, figurez-vous. Eh bien, je me suis dit deux choses. D'une part, il ne faut pas rejeter quand même les grandes avancées, disons, de découverte de l'humanité qui se sont faites au cours des millénaires passés. Le fait qu'il y ait eu un Pasteur, le fait qu'il y ait eu des gens qui savent ce que c'est que, par exemple, les galaxies, ou bien le fait de découvrir les lois de la gravitation, les lois de l'électromagnétisme, les lois de la thermodynamique. Ce sont des acquis pour moi de l'humanité qu'on ne connaissait pas du temps de Rahan, notre ancêtre à tous. Alors, du coup, il faut conserver ça, mais pas sous forme informatique, genre disque dur ou CD-ROM, mais sous forme de papier. Et donc, en Bretagne notamment, on a à la fois des vêtements et du bois, notamment la forêt de Brocéliande, qui s'est considérablement agrandie, et ça nous permet de conserver du papier qu'on recycle d'ailleurs, et de revenir à l'écriture sur papier, qui nous permet de conserver cette culture, alors un peu livresque, un peu académique, mais qui est indispensable, parce que sinon, il y a eu beaucoup évidemment de saccage et de sabotage de bibliothèques, et il ne faut pas non plus oublier totalement notre passé. Donc il y a du débat encore, même en 2050 actuellement, sur savoir qu'est-ce qu'on peut choisir comme technologie et qu'est-ce qui est
plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. On s'est inspiré notamment de notre ami Ivan Illich, qui dans les années 70 du siècle dernier, eh bien, avait écrit justement l'ambiguïté, voire l'ambivalence de certaines technologies. Alors il y a celles qui disaient qui rendent plus autonomes les humains, celles-là on peut les choisir, et celles qui sont hétéronomes, dont on est dépendant, celles-là il faut les rejeter. Mais ce n'est pas la technologie ou la science en général. Dans mon village, nous cultivons la culture des low-tech, c'est comme ça que nous appelons les technologies. Nous pensons qu'il y a une voie du milieu. Une technologie doit être appropriée, elle doit être bonne, et il ne faut pas ni en faire trop, ni en faire pas assez. Il faut trouver la voie du milieu, celle qui permettra de répondre à nos besoins avec le minimum de ressources. C'est notre oui. La voie du milieu, c'est peut-être une influence orientale dont vous parlez, là. Oui. Nous avons quelques ingénieurs japonais qui nous... Ah, c'est ça, je comprends mieux, d'accord. Parce que vous ne parlez pas du milieu au sens mafieux du terme. Ah, non, mais c'est pas... Nous y viendrons. Nous y viendrons, bon, d'accord. Ce qui a le plus frappé, moi je suis colporteur, donc je vais dans les villages on aurait appelé ça journaliste à une autre époque. Colporteur d'informations, je viens, je parle avec les gens, et beaucoup m'ont dit leur regret d'avoir perdu beaucoup de photos. En fait, nous savons finalement peu de choses sur le début du XXIe siècle, parce que tout était numérisé à l'époque. Et un ordinateur durait 2 ans, 3 ans, après il est tombé en panne. Le jour où il n'y a plus une nouvelle importation, tout a disparu dans quelques années. Et les serveurs informatiques consommaient tellement d'énergie, c'était l'échelle de dizaines de milliers d'habitants, c'est pour les plus gros. Et tout ça, malheureusement, heureusement nous avons encore quelques écrits qui ont survécu aux autodafés, mais tout ce qui était numérique, malheureusement, nous avons dû faire une croix dessus. Et mais cela, ne désespérons pas, nous avons encore un monde à rebâtir. Et Lewis, vous nous amenez justement des connaissances fraîches de l'autre côté du Rhône. Vous avez d'ailleurs traversé la Loire, elle était à sec, c'était plutôt facile. Racontez-nous ce qui se passe là-bas. Je suis venu à pied, c'est pour moi 2 mois de trajet parce que j'ai un certain âge maintenant. Que mes nerfs fonctionnent plus très bien, alors je marche très lentement. Je parle plus lentement aussi, mais j'ai le temps. Je suis heureux d'être parmi ce conseil de sages aujourd'hui pour questionner l'état des lieux, où on en est en 2050 et ce qu'on peut faire demain. J'ai entendu dire qu'il y a eu de terribles émeutes urbaines à Lyon. Là. Non, c'est du passé. C'est du passé. J'ai été choisi par la communauté, effectivement, le quartier dans lequel je vis actuellement à Lyon, qui représente les oubliés, en fait. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Nous sommes plusieurs quartiers de plusieurs villes qui tentent de communiquer tant bien que mal encore par divers moyens. Alors, pigeons voyageurs se perdent en ville. Nous envoyons des émissaires, alors il faut négocier avec les frontières, parce que nos quartiers sont barricadés, pour protéger 2 types de ghettos, les ghettos de riches qui existent encore, les ghettos de privilégiés dans le centre-ville, contre les ghettos des oubliés, dont nous sommes. Alors, nous venons poser des questions ici, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la finitude par anticipation. En premier, nous sommes les premiers peut-être à subir cette mort peut-être de masse que l'humanité à laquelle l'humanité va se confronter ou continuer à se confronter. C'est vrai que depuis plusieurs années c'est déjà critique, mais je disais on ne se bat plus parce que vous vous souvenez dans les années 18-19 au Venezuela, ça s'était déjà un petit peu effondré. Et c'est vrai que ça s'était battu pas mal. Mais en fait, on a constaté qu'à partir du moment où dans un lieu, une zone, un quartier, une région campagnarde quelconque, il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à prendre, on arrête de se battre. C'est un petit peu le cas chez nous. En fait, les personnes que je représente sont celles qui n'ont pas su ou pas pu poursuivre des voies vertueuses, s'adapter, suivre la résilience, aller travailler au champ ou évidemment faire partie des quartiers privilégiés pour diverses raisons, la maladie, le handicap ou le manque de compétences, tout bêtement. La maladie psychique aussi, puisque nous allons tous un peu moins bien. Alors je viens ici questionner ceux qui s'en sortent
pour savoir dans quelle mesure nos quartiers vont continuer à avoir leurs frontières être conjointes, être juste au-dessus des rues sur lesquelles on voit passer les convois d'alimentation, les convois de victuailles, qui effectivement font le lien entre les biorégions que nous savons exister autour de la ville et les quartiers privilégiés. Nous les voyons juste passer, en fait. Et je viens questionner les sages pour savoir dans quelle mesure nous allons ou pas rester les oubliés. Pensez-vous qu'on puisse inverser le cycle, qu'on puisse prendre le pouvoir sur ces gens qui vous oppriment? On a essayé. Dans la communauté que je représente, il y a d'anciens, vous vous souvenez, hein, d'anciens gilets jaunes. Certains ont suivi les plus héroïques ou ceux qui se disaient être les plus héroïques et ils ont tenté une révolution. Ils ont tenté de renverser le pouvoir en place. Alors bien sûr, ça n'a pas marché, on le sait. Ou les pouvoirs se sont convertis, on a bien pire aujourd'hui, mais ils n'ont pas non plus réussi à lutter contre les pouvoirs mafieux locaux, même s'ils avaient un héritage de la violence appliquée à juste cause. Non, les mafias ont continué à gagner longtemps, et même s'il n'y a plus de violence, comme je le disais, c'est elles qui régissent aujourd'hui encore le flux des quelques victuailles auxquelles nous avons accès, contre des services, alors ceux que vous connaissiez déjà en 2019, que nous connaissions déjà en 2019, mais que nous pensions être toujours à l'étranger, toujours ailleurs. Les services que nous rendons aujourd'hui sont d'ordre sexuel ou d'esclavage. C'est comme ça que nous parvenons à négocier quelques alimentations, quelques rares médicaments dans un monde qui, autour de nous, on le sait, lui aussi continue à résister et à fonctionner tant bien que mal. Ça me rappelle tristement le jour où l'armée libertaire pour le peuple a été remplacée par l'armée populaire pour la liberté. Et un chef de guerre chasse l'autre. Mais c'est vraiment quelque chose d'émouvant. Voilà, tout le monde n'a pas eu la chance de faire son écolieu. Ça a été quand même on l'a vu quand même il y a quelques décennies. Ceux qui avaient assez d'argent, la connaissance ont pu partir comme ça. Mais malheureusement, il y a toujours ceux qui restent. Et ceux-là sont malheureusement ceux qui sont oubliés dans les livres d'histoire. Peut-être qu'il y a aussi un travail à faire sur raconter cette vie de ceux qui forment le peuple, quoi, ceux qui font le nombre, ceux qui forment la masse. Mais nous sommes ici pour ne pas répéter ces erreurs et essayer d'aller de l'avant. Et justement, ce soir, vous, tous qui êtes délégués de vos biorégions, nous allons vous convier à un exercice démocratique. Nous allons vous demander chacun, dans vos rangées, de réfléchir à une question que vous voudriez soumettre à nos sages. Et vous devriez, par rangée, justement, choisir parmi vous la meilleure question. Et nous aurons des colporteurs qui passeront parmi vous. Et ainsi, vous leur passerez vos questions et nous les soumettrons aux sages. Êtes-vous prêts à ne pas répéter les problèmes de vos aînés ? Êtes-vous prêts à vous battre pour la liberté, pour la reconstruire par la pratique démocratique populaire de la liberté ? Oui ! Merci. Musique maestro. Alors, nous avons donc... Bon, nous sommes prêts à faire le rendu de la grande consultation populaire. Un grand merci. Un grand merci à tous pour avoir participé et avoir respecté les règles du jeu démocratique. Lewis, par exemple, vous avez eu une question qui va sembler particulièrement pertinente. On me demande justement pourquoi le chaos mafieux a gagné dans certains endroits et ne s'est pas installé dans d'autres. On se raconte des histoires, hein. On le fait depuis un petit moment, hein. Ça marche bien quand il y a de l'énergie, quand il y a du blé, quand le climat est favorable. Les histoires, ça permet de coordonner de grands pays, de grandes communautés, un grand nombre de populations. En fait, les histoires, ça sert à justement coordonner l'entraide parce qu'elle n'est pas vraiment spontanée, en fait, l'entraide, hein. C'est quelque chose qu'il faut organiser, penser et pour laquelle il faut une utopie, un projet global, une visée, une vision. Mais le problème, c'est que les récits, ça fonctionne bien quand tout va bien,
Et encore mieux quand ça croît, quand il y a de l'énergie, de la croissance, quand l'économie est florissante comme elle l'était au siècle dernier. Mais le problème, c'est que la croissance, ou même juste être une communauté humaine dans son environnement, c'est toujours un petit peu abîmer son environnement. Et a fortiori qu'on est en croissance. Plus on est en croissance, plus on abîme l'environnement. Alors les récits qu'on se raconte, eh bien, ils comprennent une part du réel qu'on ne veut pas voir. Il y a eu beaucoup de cultes aussi, beaucoup de gens se sont tournés vers des gourous, des chefs spirituels. Mais justement, tous ces récits-là qui servent à porter une mission sociétale supérieure, qui servent à élever potentiellement l'esprit, sont aussi fondés sur une économie, sur une consommation de ressources. Et parfois, autrefois, certains récits ont légitimé l'esclavage, on le sait, la traite des Noirs, on le sait. Alors quand tout va bien, tout ce qu'on ne veut pas voir, on ne le voit pas, parce que les riches profitent et ça va. Mais quand on est en crise prolongée, en déclin, la part qu'on ne veut pas voir, elle revient dans le réel. Ça s'appelle le retour du principe de réalité. Et cette part-là, en fait, on ne la voyait pas, mais elle existait déjà. Comme aujourd'hui, on sait qu'il y a en France 15 millions d'armes qui circulent dans les territoires gérés par des organisations plus ou moins mafieuses qui organisent le trafic de drogue, par exemple, notamment. Cette part-là du réel, nous ne voulons pas la voir, elle va revenir d'une façon ou d'une autre. Alors, pourquoi le chaos mafieux a gagné dans certains endroits et ne s'est pas installé dans d'autres ? Peut-être que là où le chaos mafieux ne s'est pas installé, ce sont les endroits où on a d'abord déconstruit les récits avant la surprise. Où on a d'abord compris qu'en fait, il y avait déjà une part d'obscur en nous, dans notre organisation. On a commencé à la réintégrer dans notre réalité avant l'effondrement ou avant le chaos, avant d'être pris de court. C'est ça, je pense, que nous pouvons faire dès aujourd'hui, ou que nous aurions dû faire peut-être en 2019, que nous aurions dû commencer à faire même avant, afin de ne pas être surpris et de ne pas laisser le pouvoir corrompu prendre la main sur la direction de nos sociétés. Erwan, peut-être avez-vous une question qui vous a touché ? Eh bien, plus d'une, puisque un certain nombre de nos délégués qui viennent de toutes les biorégions françaises se demandent, sans doute parce qu'ils habitent encore à côté de certaines centrales nucléaires, comment on en est, à quel point on en est en 2050 ? Il y a 3 questions, notamment la région Rhône-Alpes, mais pas uniquement. Et qu'en est-il ? Est-ce qu'elles ont été démantelées ? Est-ce qu'au contraire, on peut encore les refroidir, etc. Alors déjà en 2019, on s'en souvient, il y avait dans le monde entier à peu près 450 réacteurs nucléaires de différents types, mais enfin, quand même, le principe de base est le même. Et il y avait eu cette catastrophe de Fukushima en 2011. Eh bien, il faut dire que dans les 30 années dernières, se sont répercutés et répétés plusieurs Fukushima, au point que nous sommes dans 2050, on a encore quelques survivants, mais il n'est pas garanti que dans les années qui viennent, si les épisodes de fonte des cœurs de réacteurs continuent, l'humanité elle-même, en tant qu'espèce cette fois-ci, donc les 2 ou 3 milliards que nous sommes encore sur Terre en 2050, puissent survivre, car ces 450 réacteurs sont tous maintenant en déshérence. Ils ne sont plus fournis ni en auto-électricité comme ils le faisaient avant, ni même en fourniture de refroidissement des cœurs. Et par conséquent, ça a été consécutif à un phénomène qui est peu étudié, mais dans les années 2030, au moment où on était en plein effondrement, c'est ce qui s'appelle la défection des services publics. Lorsque vous avez une catastrophe qui arrive près de chez vous et que vous faites partie des gens qui doivent être les gardiens de l'ordre, de la sécurité, de la paix, de l'aspect sanitaire, de l'aspect ingénieur, de l'aspect technique, de l'aspect même médical des choses, vous faites partie des services, disons, de garantie de la population pour que tout aille bien, eh bien vous vous posez la question de savoir si vous allez aller à l'aide de vos concitoyens qui sont juste à côté, qui sont évidemment dans le besoin et dans la gêne, ou bien si vous allez partir ailleurs et faire défection par rapport à votre propre fonction. Alors c'est ce qui s'est passé pour le nucléaire, dans la mesure où ça coûte extrêmement cher de maintenir du nucléaire, eh bien plusieurs des personnes
qui, dans les années 30, étaient encore des serveurs du nucléaire, ont dit « moi, je préfère partir ailleurs et m'enfuir ». Et on a vu donc des Fukushima partout dans le monde, c'est-à-dire une fusion du cœur. Alors, il n'y a pas eu, on peut dire, d'excursion nucléaire au sens bombe. Mais bien qu'il existe encore des bombes dont, paraît-il, certains vecteurs pourraient nous arroser à l'est ou à l'ouest, pour le moment, elles n'ont pas été envoyées. Mais du côté du nucléaire qu'on appelait ludiquement civil, qui existe encore, tout a été abandonné. Et donc, il y a cette fusion du cœur qui fait que le corium, c'est-à-dire ce mélange un petit peu de tout à des températures au-delà de 1000 degrés, s'enfonce dans la Terre et évidemment, dans l'environnement le plus immédiat, produit une catastrophe sanitaire dans la mesure où, comme vous le savez, le nucléaire est, on peut dire, est tout à fait différent de toutes les pollutions chimiques ou bactériologiques, quoi. Le nucléaire, c'est exorbitant de la vie. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment l'antivie par définition. Alors qu'on a pu vivre encore avec un peu plus de chaleur, voire un peu plus de produits chimiques, le nucléaire, c'est vraiment la fin de la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, des anciens départements comme le Cotentin, où l'EPR a fini par être construit et démarré même vers les années 2032, eh bien, cet EPR a été, finalement, a fait défection dans les années 2035-2036. Il en est de même de l'usine de La Hague. Et là, il y avait des concentrations de radioéléments que, on peut dire, une bonne partie, même la quasi-totalité des habitants du Cotentin, soit ils ont fui, soit, hélas, ils sont morts. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a les réacteurs, mais il y a les déchets. Et en France, de mémoire, il y avait ce projet, la Bure. De mémoire, l'État français avait tellement de déchets sur les bras qu'ils prévoyaient un train par semaine pendant 100 ans pour remplir leur nouveau site de stockage. Évidemment, ça ne s'est jamais fait. Et notre technique de retraitement consistait à les stocker dans des piscines. Tout ça, qu'est-ce qui s'est passé de ces piscines ? Eh bien, les piscines donc, ont arrêté d'être renouvelées en eau froide. Et donc, ça a chauffé pas mal. Et ça dépend des concentrations et de quel type de radioéléments il s'agissait, quelquefois des épisodes donc, nucléaires du type d'un réacteur, c'est-à-dire que ça a chauffé beaucoup et ça s'est enfoncé dans le sol. Alors ça dépend dans quel sol, si vous êtes sol granitique, argileux, etc. Ça dépend si vous êtes au bord de la mer ou pas, en général c'est au bord d'un fleuve ou de la mer, mais il y a eu plein d'épisodes du type Fukushima, où aussi bien les déchets que les cœurs... Excusez-moi Yves, mais Erwan, une messagère à cheval vient d'arriver. Ah, très bien. Oui, j'aimerais faire une annonce, s'il vous plaît. Très bien. Veux-tu le cône de puissance ? Ou alors je vais mettre près d'Agnès, comme ça je pourrais prendre son micro. Vous m'entendez bien ? Bien le salut à vous tous. Je suis bien habillée, j'ai trouvé un conteneur de produits neufs. Donc, oui, je viens et je suis très triste et je voulais réagir à ce que Erwan venait juste de dire. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle à vous partager. Laure Noila aurait dû être parmi nous ce soir dans ce Conseil des Grands Sages. Malheureusement, la fondatrice de Renaissance Naturelle, RN, a voulu braver le feu nucléaire et aller secourir dans le Cotentin toutes ces populations en train de mourir de leurs blessures du feu nucléaire. Et donc, elle a succombé après plusieurs mois de blessures douloureuses. Elle n'a pas pu être là ce soir. En revanche, elle m'a laissé un testament qu'elle m'a fait promettre de vous lire ce soir. Nous t'écoutons. Elle m'a laissé la recette des rillettes de chat, mais je ne la partagerai pas avec vous. Son message est bien plus sérieux et bien plus profond. Il est court. Salut les kids. Je vous attends. Mais d'ici là, vivez. Rêvez encore un peu la nuit. Marchez. Battez-vous. Et moi, je mets le rosé au frais. En tout cas, merci pour elle et une pensée pour elle qui a fait beaucoup pour la cause. Anaïs.
Avez-vous, il nous faut malheureusement, malgré cette terrible nouvelle, aller de l'avant et préparer l'avenir. Avez-vous eu une question du peuple qui vous a particulièrement touché ? Oui, il y a beaucoup de questions sur comment réorganiser les communautés, comment tout ça va fonctionner après l'effondrement, vers quoi on s'oriente. Il y a quelqu'un qui parle du coût d'une formation à la ferme du Bec et Loing que j'ai évoqué en passant. En fait, on imagine être en 2050, effectivement, d'avoir réorganisé l'Île-de-France en 8 biorégions, avec effectivement des habitants de ces biorégions qui ont reçu des formations très pluridisciplinaires dès l'enfance, à la fois pour savoir approcher les animaux, les chevaux, monter à cheval, utiliser des outils low-tech, développer du maraîchage, dont la ferme du Bec et Loing était précurseur au début du XXIe siècle. Bon, en ce qui me concerne, j'ai fait un stage, un des tout premiers stages de 8 mois, dont le montant était assez faible et qui a été pris en charge parce que j'avais la chance d'être salariée à l'époque et d'avoir un petit congé formation. Donc tout ça n'a pas été très coûteux pour ce qui me concerne, mais bref. Et donc on imagine justement que ces biorégions-là vont pourvoir des filières de formation gratuites aux habitants qui vont être outillés, qui vont d'ailleurs être outillés au sens d'Ivan Illich, se réapproprier les outils pour développer des formes puissantes d'autonomie et de souveraineté sur son existence, sur son territoire. Et donc l'idée centrale de ces biorégions, c'est la souveraineté, l'autogestion à l'échelle des biorégions, le municipalisme, l'auto-organisation, la responsabilité, la privatisation des terres n'aura plus cours. On va mettre en place dans ces biorégions des établissements fonciers biorégionaux qui vont en fait permettre de réguler l'utilisation des communaux. Il n'y aura que des communaux. Et du coup, tout ce qui est achat monétaire de légumes et de fruits ne sera plus une nécessité. Dans la mesure où chacun sera contributeur aux communaux en fonction de son énergie et de ses moyens, sa rétribution sera en alimentation, en produits de première nécessité. En fait, l'économie va se réorganiser autour des communs. C'est un peu de travail pour gagner ton repas quand même. Un peu de travail pour gagner ton repas selon ton âge, selon tes capacités, avec des systèmes de solidarité avec ceux et celles qui auront moins de force de travail physique, mais avec effectivement une très forte mobilisation à des travaux manuels, des travaux agricoles, mais la possibilité d'exercer plusieurs métiers à la fois quand on n'est pas seulement voué à travailler dans le maraîchage. Sachant qu'on imagine en 2050 des biorégions franciliennes avec environ 1 million de personnes professionnelles du maraîchage de par leur choix, et les 5 millions restants travaillant soit à la production d'énergie intermittente, l'entretien des unités de méthanisation, les transports, l'organisation des communaux, la gestion des ressources naturelles, le démantèlement des hypermarchés, la récupération des métaux, des métiers de rétameur, de chiffonnier, chiffonnière, de maître composteur. Est-ce que ce sera un système de caste ? Évidemment pas. Idéalement, toutes ces professions seront issues des filières de formation qui sont déjà en gestation aujourd'hui dans des projets alternatifs comme le projet Karma. Bon, là, je reviens en 2019, je ne devrais peut-être pas, mais il y a des embryons d'initiatives aujourd'hui qui sont majoritaires dans ces biorégions désormais, où, encore une fois, on pourra quand même avoir une base de connaissances de survie et de subsistance grâce à la formation qui sera prodiguée dans ce sens, mais on pourra aussi choisir quand même son métier dans une palette de métiers qui seront organisés autour des communaux et de la survie. Ce sera une situation beaucoup plus enviable que les esclaves à Lyon qui doivent travailler contre leur nourriture parce que c'est leur seul salaire, leur seul... Il est possible que tout ne soit pas rose et qu'il y ait effectivement des mafias ou des agressions sur les trajets pédestres, les corridors verts qu'on imagine
qui vont donc être les radiales de circulation douce de biorégion en biorégion. Il y aura peut-être des bandits, c'est possible, tout ne sera pas rose, mais on espère des gouvernements biorégionaux vertueux, encadrés par les conseils de sages, par des conseils citoyens, avec une répartition de l'énergie par personne, l'impossibilité du marché noir, une justice stricte, avec effectivement aussi une forme de rationnement. Je vois que l'heure avance, je ne sais pas, nos sages veulent-ils répondre à une dernière question peut-être? Nous avons encore reçu une nouvelle tournée. Rapidement, je voulais au moins revenir sur les propos d'Erwan. Tu me disais tout à l'heure que la défection de l'EPR, c'était le 16 janvier 2037 à 18h03 et 14 secondes, c'est ça? Et il a été posé une question intéressante. Comment se fait-il qu'il y ait encore des riches alors que le capitalisme et l'argent ont disparu? Bonne question. En fait, parmi les utopies, dans nos utopies récentes, contemporaines que nous nous sommes construites, la plus récente étant celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, celle qui fonde les valeurs de notre société, il est possible, alors maintenant on a le recul, en 2050, on voit bien que même dans le chaos, les inégalités restent, et même dans les systèmes organisés le plus vertueusement possible, il faut un cadre de loi. Il y a encore des privilégiés, il y a encore des personnes qui s'en sortent le mieux et d'autres qui travaillent plus que d'autres. Et de toute façon, à la naissance, on ne naît pas tous égaux. Il faut aussi apprendre à déconstruire nos imaginaires de cette façon-là. Et dans la nature elle-même, il n'y a pas d'égalité. Celui qui capture la richesse conditionne la vie de tous ceux qui, à la suite de cette capture d'énergie, pas de richesse, celui qui dans le vivant, capture l'énergie, conditionne la vie de tous ceux qui mangent ensuite. Donc les végétaux conditionnent la vie de tous les animaux qui mangent ensuite. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est que le climat va perturber gravement les équilibres végétaux, la photosynthèse, rendre beaucoup de terres désertiques et rompre la chaîne alimentaire depuis sa base. Il n'y a pas pour le vivant d'autre capture d'énergie que celle de la photosynthèse. Alors, on ne peut pas parler d'inégalité au sens moral, mais d'inégalité de traitement dans l'autonomie. Si vous êtes un ours polaire ou une orque, en fait, votre autonomie alimentaire dépend totalement qu'à l'autre bout de la chaîne alimentaire, quelque chose des êtres photosynthétiques ait capturé l'énergie du soleil, sinon vous ne pouvez pas manger. Alors, nous avons réduit considérablement notre dépendance aux ressources photosynthétiques, puisque nous forçons la nature à produire des calories avec l'agriculture. Nous le faisions très bien autrefois, maintenant ça marche moins bien. Et le capitalisme et l'argent sont tombés, mais ça n'enlève rien finalement à cette chaîne de causalité qui fait que celui qui capture l'énergie au départ conditionne la vie de tous les autres. Et ça restera tout le temps. C'est valable dans le vivant. C'est valable aussi demain pour les sociétés vertueuses, permacoles, qui essayeront, ou des biorégions, qui essayeront d'avoir un traitement aussi égalitaire que possible dans la redistribution de ce qui pourra être mangé. Il n'empêche que, si inégalité il y a, elle sera forcément structurée autour de celui qui capture initialement l'énergie pour tous les autres. Et sur ces paroles, je pense que nous devons clôturer notre AG des peuples. Non? D'autres questions? À la demande populaire? Il va falloir motiver un peu nos salles. La sagesse est une source à laquelle on aime s'abreuvoir et dont la soif ne saurait s'éteindre. Lillet peut-être? Ah, peut-être que c'est à moi d'en choisir une? Ouais, je pense. Alors j'en ai vu quelques-unes qui étaient croustillantes pour tout vous dire. Il y en a une qui est tombée là. Alors. Je pense qu'il y a une forme de co-création aussi, les questions posées. D'ailleurs, là j'ai deux questions. Je ne sollicite pas toutes des réponses. Je pense qu'il y a une forme de création politique
participative aussi à imaginer dans l'élaboration de ces constitutions biorégionales à travers des états généraux fondateurs de ces biorégions, avec un agenda de discussion et l'adoption de lois, effectivement, d'instituer un droit. Je pense que c'est important. Alors on me pose une question qui pourrait relever du droit. Doit-on libérer la génération précédente responsable du collapse? À quoi bon continuer à les nourrir? Et une autre question dans le même genre disait: quel rapport entretenir les générations actuelles avec les générations précédentes responsables? Une question sur la transmission pour la prochaine génération, en effet. Vous virez tous les mecs alors. Si l'un de vous se sent de... Eh bien, en tant qu'aïeul de cette assemblée, en effet, on pourrait dire c'est vous qui, disons après la Seconde Guerre mondiale et puis au début du XXIe siècle, avez laissé ce monde productiviste, capitaliste, pollueur, destructeur et inégalitaire, etc. Et donc, c'est cette génération qui est responsable. Alors, globalement, oui, mais dans le détail, comme on disait parfois du temps où l'ONU existait encore, c'est de manière différenciée. C'est-à-dire qu'il y en a qui font et qui sont et qui furent plus responsables que d'autres. Je pense à nos amis qui s'appelaient, vers la fin du XXe siècle, les écologistes. Ils ont toujours essayé de lutter contre le productivisme et contre les dégâts, aussi bien contre la nature que les inégalités. Et on les montrait du doigt en leur disant, que ça soit à droite ou à gauche, eh bien, les écolos, c'est pas sérieux ce que vous dites, allez jouer dans le bac à sable. Alors donc, il faut voir qu'il y a eu, au cours des décennies passées, avant 2050, c'est-à-dire dans les décennies 2010, 2020, 2030, il y a eu quand même des responsabilités de la part des grandes firmes transnationales, qui n'existent plus maintenant, heureusement, de la part de certains gouvernants, de la part, évidemment, ce qu'on appelle les lobbies de corruption, où les gens détournaient le pouvoir, soit financier, soit économique, soit politique, à leur simple profit, un petit peu comme le rappelait notre ami Lewis Hamilton. Non, c'est pas ça. Lewis. Et donc, il y a eu ça. Et alors maintenant, on essaye de sauver ce qui peut l'être au point de vue, justement, de ce qui m'intéresse moi, c'est sauver la mémoire collective des erreurs qu'on avait faites dans le passé et qu'il ne faudrait pas refaire. Le problème, c'est qu'une bonne partie, en effet, avait été, disons, dématérialisée dans les années 2020-2030, et que maintenant, on n'a plus les moyens d'écouter ça, soit sous forme vidéo, soit sous forme audio, et qu'il faut donc retourner à une sorte de bibliothèque sous forme de livre pour avoir ces informations de type historique. Mais souvenons-nous d'un vieux sage du XVIIIe, notre ami Voltaire, qui disait que l'histoire nous apprend que l'histoire ne nous apprend rien. Et par conséquent, il est probable en effet que même en 2050, aujourd'hui, eh bien, on refasse encore les mêmes erreurs que par le passé, hélas. Alors, on me pose une question sur laquelle je pense pouvoir avoir la compétence pour le coup de répondre grâce à mes errances. J'ai pu rencontrer des gens qui m'ont parlé. Que sont devenus les riches en fait? Une question très pertinente. Est-ce qu'Elon Musk et les ultra-riches ont survécu dans leur bad sur Mars? De ce que j'ai cru savoir, en effet, lorsque la colonisation martienne a commencé, plusieurs personnalités sont allées sur place. Mais beaucoup sont revenus en fait, parce que la vie était encore plus dure qu'en Antarctique, comme une base où vous ouvrirez la porte et là vous mourrez. Mais surtout c'est la gravité et les radiations malheureusement qui ont fini par les achever. Voilà, on s'en sera peut-être débarrassé comme ça, mais malheureusement à 40% de gravité, on ne peut pas accoucher et donc ils auront fini dans leur boîte de sardines. Et les bunkers sur Terre, avez-vous entendu parler peut-être des projets de nos élites? J'ai entendu dire qu'on avait retrouvé Laurent Alexandre, il s'était fait hacker ses implants neuronaux et avait du coup était devenu aphasique.
Mais peut-être avez-vous un mot à dire justement sur le 1%, l'oligarchie mondiale. Peut-être, voilà, on nous a dit que certains étaient partis en Nouvelle-Zélande, d'autres en Alaska. Oui, alors le problème est que moi, je n'ai pas cru dès les années 20 et 30 à cette possibilité d'isolat privilégié, même de la part de gens extrêmement riches, qui avaient aussi bien la possibilité, avec l'argent du pouvoir sur d'autres, d'avoir des esclaves, d'avoir une police privée et de s'acheter des îles quelque part perdues où ils ne seraient pas, disons, menacés par les foultitudes les plus pauvres. Je ne crois pas, parce que le type de technologie qu'il faut pour maintenir est une technologie mondialisée. Et en 2050, où nous sommes maintenant, vous n'avez pas, par exemple, d'ordinateurs bretons fabriqués par des Bretons avec des matières premières bretonnes. Ça n'existe pas. C'est une question, lorsque le commerce mondial s'est arrêté et qu'il n'y a plus de camions sur Terre, eh bien, que ce soit Elon Musk ou Jeff Bezos ou d'autres, même s'ils se sont construits à l'époque des années 2020-2030 des bunkers, ils ont tenu peut-être une semaine ou deux mois plus que les autres. Mais comment avoir de l'eau propre? Comment avoir de la nourriture saine? Comment avoir un peu d'énergie? Vous ne pouvez pas le faire de manière dans cet isolat. Il faut dépendre de l'extérieur. C'est pourquoi un film qui a fait Flores dans les années 70, je parle du XXe siècle, le film Soleil vert est très troublant. Parce qu'on croit qu'il y a ces isolats possibles. Moi, j'y crois pas un instant. En fait, c'est parce qu'on a encore des vieux réflexes plus ou moins marxistes de lutte des classes. Les riches en tireront toujours et les pauvres vont douiller. C'est vrai lorsque la catastrophe, l'effondrement mondial systémique n'existe pas. Il y a des différences environnementales qui recouvrent les différences sociales et économiques. Mais lorsqu'il n'y a plus d'État sur Terre, comme actuellement, il n'y a plus l'ONU, il n'y a plus l'Union européenne, eh bien, il n'y a pas de prolétaires et de privilégiés. Il n'y a que des gens qui sont dépendants de leurs voisins. Si vous avez un groupe Facebook en 2019 avec des Québécois ou des Chinoises, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est de voir si vos voisins sont des amis ou pas. Autrement dit, le choix politique, c'est un choix du local, des biorégions, s'entraider ou s'entretuer. Ça me rappelle, un colporteur du début du XXIe siècle avait justement assisté à une réunion au sommet, et c'était des hommes d'affaires qui cherchaient justement à partir en Nouvelle-Zélande et qui avaient demandé à un professeur d'université justement comment assurer leur maintien sur leur propre force de défense. Et ils avaient imaginé dans leur tête des colliers explosifs ou alors un code secret pour la réserve de nourriture que seuls connaîtraient. Et ils se posaient déjà la question de comment garder le contrôle, sachant qu'ils auront besoin d'une petite armée pour se défendre dans leur petit bunker. Et donc finalement, l'entropie a tout à emporter. Intéressant. Alors ici, nous avons deux questions qui touchent aux relations internationales. Avez-vous des nouvelles des pays frontaliers et comment gérons-nous les relations avec les pays pétroliers? Alors, question précise, qui utilisent leurs dernières ressources et le matériel militaire vendu par la France pour venir réquisitionner nos ressources agricoles. J'ai des échos. Oui, parce que j'ai traversé la France de Lyon jusqu'à Paris pour venir à cette assemblée et je nuancerai ton propos sur la non-influence de structures à plus grande échelle sur les biorégions ou les localités. Je crains, pour ma part, d'avoir observé quelques panneaux indicateurs quelque part en Bourgogne, qui montraient des lettres que je ne reconnais pas, des idéogrammes ou des lettres cyrilliques, qui montrent que les territoires semblent occupés, ou en tout cas les ressources semblent être extraites pour d'autres pays que la France elle-même. Et je crains bien que longtemps encore, le couplage qui existe, qui a toujours existé presque, en fait on peut le dire comme ça, le couplage qui a toujours existé entre une capacité agricole, quelle qu'elle soit, et une capacité à défendre le territoire sur lequel il y a cette agriculture, je crois que ce découplage-là ne se fera pas tout de suite. Et que celui qui sera capable, je ne crois pas qu'il se fasse jamais même en fait,
celui qui sera capable à la fois d'extraire pour son intérêt propre les ressources produites par un territoire pour financer une armée, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa puissance, maintiendra une emprise sur ce territoire et les peuples qui le constituent. Et si, justement, en 2050, je peux apercevoir quelques panneaux indicateurs que l'Est du monde puise des ressources en France, c'est peut-être parce que ces pays-là ont une puissance agricole préservée, plus ou moins, et qu'ils exercent une force armée rudimentaire, certes, mais bien plus puissante que la nôtre, qui n'existe plus, hein, tu le disais tout à l'heure. Elle reste plus puissante que la nôtre et elle permet la spoliation des dernières ressources qu'on a. Vous semblez être protégé en région parisienne ou en Bretagne. Ce que j'ai vu, moi, en venant de Lyon jusqu'à Paris, me laisse avoir quelques doutes. Ici, nous avons une question sur, plutôt qu'on va dire sur nos ressentis. Y a-t-il encore des joies malgré cette situation? Y a-t-il encore de l'humour? Et une autre un peu proche qui nous dit: qu'est-ce qui vous a permis de rester positif à travers toutes ces catastrophes? Si vous l'êtes. Je vais utiliser mon joker. Sacré farceur. Non, peut-être quelque chose sur l'humour. L'humour, c'est... J'ai entendu dire que... J'ai entendu dire que les Philippines, avant qu'elles ne soient submergées, avaient comme slogan national « It's more fun in the Philippines ». Alors que, vraiment, alors qu'ils se prenaient énormément de catastrophes naturelles, et ils avaient développé justement l'humour comme outil de résilience. Et à titre d'exemple, les hôtesses de l'air dansaient dans les avions comme ça, et les gens faisaient des blagues et des grands sourires en permanence. Et c'était vraiment de leur trait. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire sur peut-être la résilience, l'humour, la joie, où trouver la joie dans la noirceur. Comment rester positif? Faut-il rester positif? D'ailleurs, l'espoir fait-il vivre ou est-il condamné peut-être? Je crois que ouais, la joie, ça va avec l'effondrement, paradoxalement. Enfin, l'intensité de la présence, l'intensité des liens, l'intensité de la menace qui fait que les liens sont très forts, les affects aussi. Tout ça est extrêmement contrasté en fait. Et les émotions les plus extrêmes coexistent. Mais la joie en fait partie. Et là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, écrivait Hölderlin. Donc, après, il faut puiser, je pense, dans un imaginaire d'utopie pour rester debout face à ce qui arrive et continuer à penser qu'on peut toujours inaugurer une nouvelle naissance, sinon biologique, puisqu'on a reçu des questions sur est-ce qu'il faut avoir des enfants. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'à travers ces enfants à naître ou pas, et à travers nous-mêmes, là où nous sommes, est-ce qu'on peut continuer à œuvrer pour faire naître autre chose que de la barbarie, étant donné que c'est aussi une possibilité de l'humain que de faire autre chose que d'être brutal, même si la violence existe, et que la question du confinement de la violence, c'est la question de la politique qui existe depuis les Grecs. La question de réguler la démesure humaine, c'est la question d'Aristote, de la République, de Platon, etc., qui parcourt tout le questionnement politique jusqu'à Hannah Arendt il y a un siècle. Et ça n'aura pas disparu, ne va pas disparaître, et sera toujours une possibilité de fonder le droit, de fonder des espaces politiques, d'où cette idée de biorégion qui nous est chère, et qui, pour nous, est un espace politique de convivialité. Est-ce qu'il y aura des armées pour nous défendre? Est-ce que les biorégions seront assez nombreuses pour se confédérer en quelque chose qui ne sera plus un État centralisé, mais quand même qui présentera une certaine puissance, non plus d'État, mais une sorte de post-État, mais qui gardera quand même un contrôle de la violence, dont des armées pour éventuellement effectivement affronter des peuples armés de je ne sais où. Je ne veux pas non plus être raciste et viser tel
telle menace, ou alors est-ce qu'on imagine des sociétés multiculturelles où tous ces peuples sont déjà intégrés les uns par rapport aux autres, ou est-ce qu'il n'y aura pas assez d'énergie de toute façon, même en Arabie Saoudite, pour actionner des tanks pour venir jusqu'à nous écraser? Et je pense que l'espoir, c'est peut-être dans ce ralentissement fatal qui sera lié quand même à une pénurie des énergies rentables, de le fameux retour énergétique sur investissement. Même s'il reste du pétrole en 2050, il sera beaucoup plus difficile à extraire, et finalement toute cette difficulté à accéder à des ressources va contribuer à ralentir, à édifier des ordres politiques peut-être différents, je ne sais pas. J'ai justement une question là-dessus. C'est sur notre système politique. Notre système est amoral, parce que dans le libéralisme, on est au-delà de la morale, c'est le capitalisme, normalement. Et justement, la question est, est-ce qu'il y a un retour peut-être de la morale, voire de la morale religieuse peut-être, qui est possible? Peut-être un culte de la lenteur En tout cas, il y a des questions sur le religieux, et moi je pense que ça reste important de séparer le public du religieux. Enfin, je trouve que la séparation de l'Église et de l'État, qui date du début du XXe siècle, doit être au cœur du fait que ce qui est religieux est de l'ordre privé. La spiritualité est quelque chose d'intime. On peut le partager dans des communautés, mais il me semble que les communautés politiques biorégionales ne doivent pas être fondées sur des croyances. Ça, c'est vital. Même des croyances... Elles doivent être fondées sur des valeurs qui peuvent recouper les valeurs de certaines religions, la bienveillance, la tempérance, etc. Le respect, le salut, l'entraide sont des valeurs spirituelles, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Vous évoquiez l'hubris, en fait, l'hubris, la démesure pour les Grecs, et la condamnation de l'hubris, est-ce qu'on ne peut pas avoir peut-être ce ne serait pas un bon ferment pour un nouveau dogme, peut-être dire, Complètement. La condamnation, la sanction. Ouais. Absolument. Un droit de la tempérance. D'accord. Interdit de regarder Fast and Furious en cachette. Bon, très bien. En même temps, il faudra faire quelque chose de la violence, puisqu'elle sera toujours là. C'est vrai. Donc des espaces de défoulement collectif. Oui, sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre collègue Anaïs. Il se trouve que, est-ce que c'est un invariant anthropologique de l'espèce humaine? Je ne sais pas, mais dans la plupart des civilisations qu'on a connues, disons au néolithique, avant il n'y était pas, eh bien sûr, il y a des lois et des règles communes qui essayent de réguler la vie afin qu'on ne s'assassine pas les uns les autres. Et d'ailleurs, ça rejoint une partie des morales religieuses, dont la règle d'or, aussi bien d'ailleurs laïque que la règle d'or religieuse, la première, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais il y a aussi l'amour de l'excès, qui est, semble-t-il, caractéristique de nos comportements. C'est la deuxième blessure narcissique que Freud a très bien découvert, en disant on croyait qu'on était des êtres cartésiens, rationnels, intelligents, calculateurs et égoïstes. Pas du tout. On est des êtres de folie. Ce qu'on aime, c'est l'interdit. Ce qui est excitant, c'est au-delà de ce que propose la société dans ses aspects justement législatifs, régulés, tempérés, etc. C'est parfaitement chiant, ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de m'éclater. Alors on dit que c'était comme ça en 2019. Mais non, en 2050, c'est encore comme ça aussi. Et donc, il faut voir de quelle manière subtile et jamais terminée la démocratie, comme l'a évoqué notre amie Anaïs, peut être compatible avec une certaine forme d'exubérance irrationnelle. Nous proposons que ce soit sous la forme de ce que certaines peuplades jadis appelaient le potlach, c'est-à-dire des consummations sans autre objet que la consommation. C'est-à-dire le plaisir pur de la dépense. Alors évidemment, certains pensent à Georges Bataille, qui fut un grand poète et penseur du XXe siècle, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de soupape
pour se défouler, non seulement ça va être chiant, mais on va se défouler les uns sur les autres. Il vaut mieux qu'on organise ensemble des fêtes, des dépenses orgiaques, de telle manière... Oui. Je vois que certains sont d'accord. Oui. Vous pouvez voter avec les mains, comme vous pouvez pas vous approuvez. Ça me rappelle un livre du XXe siècle, Ecotopia, qui tentait d'imaginer une société ayant accompli sa transition, où la côte ouest des États-Unis devenait un paradis écologique et faisait sécession de l'Est. Et dans cette société qui pourrait être parfaite sur tous les aspects, en fait, ils avaient quand même réintégré cette part de violence à travers des jeux guerriers, où les hommes et femmes, de temps en temps, se mettaient en tenue quasiment tribale et se blessaient parfois à mort, parfois, généralement non, mais parfois ça arrivait avec des saguets, ce genre de choses. Et donc voilà, c'était intéressant d'imaginer une société écologique, mais qui avait quand même sa part d'ombre et de violence, c'est ça. Petit sas de décompression. Alors, je ne vais pas vous poser de questions sur l'intérêt de la méthanisation. Bon. Shit égale énergie, comme disait un autre film du XXe siècle. Vous avez une question sur les enfants. Quid du taux de mortalité infantile? Sont-ils encore une source de joie et devons-nous continuer à en faire? L'humanité est-elle en péril démographique? Doit-on relancer un cycle maintenant que nous commençons peut-être à stabiliser la situation? Doit-on répéter les erreurs du passé? Ou au contraire, la vie doit-elle trouver son chemin? Mais si on fait abstraction... Alors, encore une fois, pour resituer, je représente les communautés qui vivent le drame tous les jours. Et les aspects... c'est pour ça que je n'ai pas tellement réagi sur la question de la joie, bien que je la défende et que j'ai encore quelques joies dans mes rêves et que nous partagions encore quelques moments festifs. Pas tout à fait orgiaques, parce que nous n'en avons pas les moyens, mais malgré tout, nous partageons de bons moments. Mais au-delà de ça, si nous avons une vision très utilitariste et fonctionnelle, puisque nous allons nous confronter de plus en plus à la proximité de nos besoins fondamentaux, c'est-à-dire travailler pour manger et de temps en temps faire la fête, j'y souscris bien sûr. Mais nous sommes une société qui a oublié qu'il fallait travailler beaucoup pour juste manger, ce qui est la norme en fait des agriculteurs avant les sociétés du pétrole. Et a fortiori les chasseurs-cueilleurs. Travailler beaucoup, pas forcément, mais en tout cas être en proximité avec la contrainte d'aller chercher sa nourriture. Et si on a une vision utilitariste de l'adaptation, c'est-à-dire bassement se transmettre ses gènes, ce qui finalement était 99% de l'histoire de l'humanité. Il fallait juste maintenir la possibilité de se transmettre le plus longtemps possible. Dans ce cas-là, faire des enfants, en ayant peut-être même conscience qu'ils vont vivre une vie difficile, ne me paraît pas, moi, déraisonnable. Alors même qu'une des fragilités intrinsèques de nos sociétés qui sont en phase de déclin, transition, pré-effondrement, est déjà un taux de natalité très bas. Ce taux de natalité, à lui seul, en fait, est un facteur d'effondrement. Par exemple, nous allons nous confronter à la gestion de centrales nucléaires à un temps donné, un temps X, avec une nouvelle génération qui est moins nombreuse que l'ancienne et qui, en plus, ne va plus faire les études pour devenir ingénieur compétent en nucléaire. Tu le sais, c'est des données qui ont été sorties récemment. Enfin, en tout cas en 2019. Et dans ce cadre-là, eh bien, quand on est pragmatique et qu'on veut simplement espérer se prolonger à la fois sur sa culture, ses gènes, et tout simplement prolonger quelque chose qui nous appartient, qui nous donne du plaisir, qui est soi, qui est notre identité, ben, faire des enfants, oui, pas de problème. Des réserves, des objections? C'est-à-dire que on ne peut plus réfléchir en 2050 aujourd'hui comme on réfléchissait au début du XXIe siècle. Visiblement, il y avait un problème qu'on peut appeler de surpopulation, du fait qu'avec le niveau de vie auquel chacun aspirait, que ce soit bien sûr les pays riches de l'OCDE, ils ont à peu près 2 milliards de personnes, et puis les 5 ou 6 autres milliards qui, eux, ne vivaient pas du tout comme ça,
ça fait quand même beaucoup de monde, et d'ailleurs c'était mesuré à l'époque par un truc qui s'appelait l'empreinte écologique et le jour du dépassement. Et on voyait que des pays, jadis comme la France, avaient un jour du dépassement, c'est-à-dire du fait qu'on utilisait à la fois en extraction et en déchets beaucoup plus que ce que la Terre pouvait fournir, soit en extraction, soit en recyclage des déchets. Alors, pour la planète entière, c'était genre fin juillet, même début juillet en 2030, mais pour des pays comme la France, qui étaient des pays extrêmement productivistes et extrêmement consuméristes, eh bien, c'était plutôt au mois de mars. Alors ça, évidemment, c'est le facteur qui joue, c'est le nombre de gens multiplié par son empreinte écologique. Et donc, certains, notamment parmi mes aïeux, pensaient qu'il fallait faire au moins, évidemment, une éducation au planning familial dans les pays du Nord. Il y avait même un gars qui, dans les années 2005-2006, avait proposé le slogan « La grève du troisième ventre européen ». Et il avait évité cette chose qui est le fait de ne pas pouvoir nourrir ses propres enfants avec des hectares fantômes qui viennent en effet de gens qui ont spolié, que ce soit l'Afrique, qui ont spolié l'Amérique du Sud, les plaines de l'Asie centrale, et qui ont ramené les victuailles chez eux, les Européens notamment, pour nourrir leurs propres enfants. Et donc dans ce cas-là, eh bien, il fallait en effet peut-être aller vers des sociétés vieillissantes. Les sociétés vieillissantes sont très pacifiques, il y a moins de testostérone, elles sont moins agressives que les autres. Et donc, pourquoi pas? Mais la situation est très différente maintenant en 2050, parce qu'on était à peu près 8 milliards en 2025, et on est maintenant 2,5 milliards. Et donc, ça a quand même beaucoup diminué, et par conséquent, le problème ne se pose pas du tout de la même manière, notamment selon les régions du monde. Dans des régions où vraiment les épidémies, les famines, les guerres civiles ont beaucoup décimé les populations, et en plus, parce que, en effet, les enfants, c'est quelque chose de tripale, ce n'est pas simplement un calcul rationnel ou utilitaire pour dire il faut absolument que j'ai des enfants qui vont m'aider à la ferme pour me sustenter avec les aménités environnementales de l'agriculture. Il y a quelque chose qui relève du pur sentiment et de la pure beauté, d'une certaine manière, de la vie. Eh bien ça, on ne peut pas aller contre, et c'est ce qu'on peut souhaiter maintenant, peut-être en 2050. Mais c'est un raisonnement très différent de celui qu'on tenait en 2019. Ça me fait penser à une étude, c'était un livre qui s'appelait Drawdown, qui date également du début du XXIe siècle, qui était une des seules études quantitatives sur les moyens de lutter contre le réchauffement climatique, qui avait identifié l'accès à l'éducation des petites filles comme le quatrième facteur le plus important pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce que justement, toutes les tentatives précédentes de contrôle de la population, comme en Chine par exemple, l'enfant unique avait eu généralement des effets rebonds ou des tentatives de contourner le système. Enfin, généralement, toutes les tentatives autoritaires de contrôler la population avaient été contre-productives. Mais celles où, en fait, juste on permettait l'accès à l'éducation des femmes, enfin des jeunes filles, c'est un peu le slogan dans l'humanitaire, éduquer un homme, tu éduques une personne, éduquer une femme, tu éduques une famille, permettait justement de faciliter la transition démographique, disons, vers un modèle peut-être européen, peut-être c'est votre critique, mais d'une famille nucléaire à 2 personnes, enfin à 2 enfants. Donc, accès à l'éducation des petites filles, plus important que le recyclage des gaz des frigos, ou inversement. Enfin, mais c'est vraiment comparable. Eh bien, je pense que l'heure, malheureusement, nous force à dire un terme à cette grande assemblée des peuples. On peut faire une conclusion chacun si nos sages, justement, ont un mot peut-être pour nos délégués qui sont venus de si loin. Petit mot de la fin. Mais non, parce que vous avez l'impression qu'on n'a pas assez discuté, ou parce que les questions posées n'ont pas eu de réponse, ou parce que... On en veut plus. Vous en voulez plus? On en veut plus. Plus encore. Ouais, mais... Non, mais moi j'ai une conclusion, mais c'est vraiment... En plus, c'est un petit peu provoque, donc on peut s'en passer si vous voulez.
Non, mais c'est très court et c'est amical, mais je représentais aujourd'hui, c'est un jeu, vous aurez compris, je me suis perdu dans les dates, etc. Mais je représentais aujourd'hui les oubliés et je représente aujourd'hui ceux qui n'auront pas su ou pas pu traverser la fin d'un monde. Mon message, c'était juste qu'on essaye de ne pas les oublier. Peut-être à structure les gilets jaunes au début du juillet. Les banlieues, tous ceux qui vont être mis de côté. En fait, on voit déjà une grande partie de la population qui est mise de côté par nos sociétés. Et en plus, il faut déjà penser à eux dans la perspective d'un effondrement le plus doux possible, d'une transition la plus douce possible. C'est le social que nous aurions dû faire ces dernières décennies qui conditionnera le bon déroulement des crises à venir. Bon, sur ces belles paroles, je vous invite à venir vous régaler de pommes de terre. Et surprise, nous avons des rillettes de chat.